Sam. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les petites gueules du net spécial aujourd'hui consacré à un collectif auvergnat, les entreprises d'Auvergne en péril, qui a été créé dans un contexte un peu particulier qui est celui que nous traversons tous actuellement, qui est le Covid, et qui en dehors des problèmes sanitaires va générer, on ne va pas se mentir, une crise financière qui va être importante et qui va impacter durablement les entreprises. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un maillage local qui est l'Auvergne, mais si vous n'êtes pas d'Auvergne, vous pouvez également vous inspirer de ce que vont vous parler aujourd'hui nos trois invités du jour, qui sont Michael, David et Eric, qui vont nous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font et pourquoi avoir créé ce collectif. Donc, sans attendre, moi j'ai découvert l'initiative sur une page Facebook via Michael Guérin, donc, qui explique qu'il a écrit à des parlementaires, aux présidents de région et à des députés d'Auvergne pour les alerter sur la situation et en leur demandant de l'aide. Voilà, donc là, je vais passer directement la parole à chacun des intervenants, déjà pour vous présenter. Michael, c'est à toi, on t'écoute. Ouais, bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Donc moi c'est Michael Guérin. Je suis dirigeant d'un organisme de formation en Haute-Loire, à côté de Brioude. On fait de la formation sur tout ce qui est sécurité santé au travail. Il y a maintenant quelques semaines avec David, on discutait ensemble régulièrement de la difficulté qu'on allait rencontrer financière et de l'avenir qu'allait devenir nos sociétés. On discutait beaucoup et puis ensuite je disais à David il faut qu'on trouve du monde, et David lui était en communication en parallèle avec Eric, et puis de là ça a fait trois bonhommes qui se sont retrouvés, qui ont eu une bonne entente les uns avec les autres, avec trois caractères différents qui fait que ça modère ou ça avance en fonction de comment il faut aller. Donc le groupe s'est construit comme ça. On a créé le groupe les entreprises d'Auvergne en péril, parce qu'à l'origine, nous, ce qu'on avait pensé, c'était construire quelque chose spécifiquement dans un premier temps sur l'Auvergne, pour qu'ensuite, région par région, les choses se démultiplient. À l'origine, c'était ça notre idée. L'objectif étant d'avoir une impact médiatique la plus forte possible, d'avoir le plus de monde possible derrière nous, pour ensuite avoir un impact auprès des élus, députés, sénateurs, présidents de région, etc. L'idée fondamentale, c'est celle-ci. Et puis, notre petit chemin se fait. Et puis, dans le cours, on a également commencé à faire des vidéos. Alors, là, pour le coup, moi, je suis essentiellement sur tous les textes qui sont sur la page. Mais Eric et David sont très forts sur la partie vidéo, où dans le coup, il récupère tous les témoignages des différentes entreprises de la région, et même d'ailleurs, parce qu'il y a même des personnes qui réclament de parler, de témoigner des autres régions. Voilà un peu comment ça s'est fait. Voilà un peu notre façon de faire, notre vision pour le moment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Eric va pouvoir nous parler d'un coup de gueule de ce matin. Je ne vais pas en parler à sa place, vu que c'est lui qui en a parlé. Je vais laisser lui en parler, parce que notre idée aussi, c'est qu'il y en a marre. Dans les médias, la télé, etc., on entend, mais rassurez-vous, Macron a dit les entreprises ne fermeront pas. Rassurez-vous, Macron a dit il n'y aura pas de licenciés. C'est pas vrai. Ça, c'est le monde des bisounours. Il nous a menti, sauf que tous les Français croient ça. Voilà. Et notamment Darmanin qui balance une petite communication ce matin, c'est de la pipe, etc. Mais ça, je vais plutôt laisser en parler, Eric. C'est son petit coup de gueule du matin, ça. Je te laisse la parole, Eric. Ça roule, ça roule. Salut tout le monde. Donc moi, Eric Martin, c'est l'Atelier Gourmand. Donc je suis le chef pâtissier et le gérant de l'Atelier Gourmand depuis 12 piges. Voilà, donc ouais, comme disait, je vais pas aller plus loin sur l'historique des entreprises d'Auvergne en péril. Hein, il a tout dit, mon ami Michael. Je vais passer direct sur mon coup de gueule de ce matin, parce que évidemment, je l'avais déjà vu hier. C'est de nous sauver, passer nos charges
Mais Alors, comme moi, je suis pas un fan du People. on a un petit Ouais. problème de connexion, pardon Eric, on t'a pas. Enfin, moi personnellement, ça a coupé. Donc, si tu peux juste reprendre. Alors, on a un petit problème de connexion, ça arrive. Ça, c'est les joies des diffusions par Internet. Eric devrait nous rejoindre, là, il est un peu figé à l'écran. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Michael juste avant, effectivement, le président Macron, au tout début de ses allocutions, a bien précisé que le souhait était de ne fermer aucune entreprise. Darmanin, derrière, a parlé d'un plan de relance de l'économie française en insistant bien, et c'est là où il y a un leurre, sur le fait que chacune des entreprises pourrait bénéficier d'un prêt garanti par l'État avec un report des charges. Donc je vous laisserai en parler, vous, parce que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Mais déjà, quelqu'un qui ne rentre pas d'argent, le fait de reporter les charges, c'est reporter le problème. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas d'argent, vous n'avez pas plus de trésorerie. Donc vous êtes obligé de passer par du crédit. Dans les faits, les banques ne garantissent pas les crédits comme il a été annoncé. Pourquoi? Pour deux raisons. Et d'une, parce que les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant le Covid ne sont pas bénéficiaires des prêts garantis par l'État. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et vraiment, vraiment souligner pour que ce soit clair pour tout le monde. Et les gens qui faisaient partie des fonds d'action sociale ou des choses comme ça n'y ont pas droit également. Et c'est les populations les plus impactées actuellement, et c'est celles qui ont des besoins les plus urgents. Voilà, donc c'était juste pour étayer ce qu'avait dit Mickaël juste avant. Ça a permis à Eric de retrouver sa connexion, je le vois. Donc Eric, je te repasse la parole. Hop là, excusez-moi, on est dans un petit coin de France qui est pas très bien desservi. Donc je suis remonté chez moi sur la Wi-Fi. Donc je disais tout à l'heure, je n'irai pas plus loin pour l'explicatif de l'historique des entreprises en péril d'Auvergne, mais je vais revenir sur mon coup de gueule de ce matin, sur les déclarations de Darmanin d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, notamment pour les reports, enfin pas les reports, puisqu'il va nous effacer les charges, puisque c'est le bon Dieu, lui. Il va arriver, lui, à sauver les entreprises en enlevant 3 mois de charges aux entreprises, mars, avril, mai. C'est vrai que juin, juillet, août, septembre, on va être impeccable. On va bien gagner notre vie, surtout nous dans l'événementiel, comme j'expliquais, où notre carnet, il s'est vidé, qu'on n'a plus rien sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, même 6. Donc, ça va être un peu la galère. Donc, ce que j'expliquais à ce monsieur Darmanin, justement, c'est que ce qu'il n'avait pas compris, parce qu'à mon avis, une gestion d'entreprise, c'est pas son truc, ce qui est con quand même, parce que vu son poste, c'est un peu dommage, c'est que les aides, c'est pas sur 3 mois, c'est sur 6 mois à 1 an qu'il faut te les donner. Et pas seulement l'effacement des charges, mais sur tout le reste. Sur le chômage partiel, sur les aides de l'État. La galère, elle va être sur jusqu'à la fin de l'année minimum. Nous, déjà, on a 4 mois de cramé sur l'événementiel. Moi, je suis spécialisé dans les mariages. Tous mes mariages sont annulés jusqu'à fin septembre. Je fais comment? Voilà, la question, elle est là. Après, mes collègues sont d'accord avec moi. On est dans des secteurs qui sont différents, mis à part avec David, qui fait à peu près la même chose que moi, mais en traiteur. Donc voilà. Voilà, moi, ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami David. Merci Eric. Donc David Couplon, je suis gérant d'une entreprise sur Issoire depuis 1 an et demi. Je suis installé depuis 11 ans maintenant, donc à mon compte depuis 11 ans. Donc spécialisé dans la partie traiteur événementiel. On est aujourd'hui confronté à un sacré problème, comme disait Eric. Les annonces qu'on nous dit, c'est bien, c'est bon pour boucher un petit trou, on va dire. Mais c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on a tous besoin. Bon, nous trois, on a tous des besoins différents. Eric travaille tout seul, Michael a 4 personnes, moi j'en ai 3. Voilà, on a tous des charges qui sont différentes. Moi sur ma partie, si vous voulez, ça a été très dur. Enfin, c'est très dur dans tous les cas. On limite la chose parce que la partie événementielle est fermée. La partie magasin reste quand même un peu ouverte, donc on peut faire rentrer un petit peu d'argent tous les jours, mais ça reste vraiment minimum. Quand je dis minimum, c'est en dessous des 100 euros par jour. Donc, c'est pas suffisant pour faire vivre l'entreprise. On a exactement plus de 11 000 euros de charges par mois en temps normal. Donc, certes, il y a certaines personnes qui vont nous dire oui, non, mais bon,
voilà, en temps normal, vous avez 11 000. Ok, d'accord, on a des charges qu'on n'a plus au jour d'aujourd'hui. Les loyers, mon propriétaire que je remercie, qui m'a dit, bon, bah, écoute, on verra un petit peu plus tard, on décalera les mensualités à plus tard, donc je paye pas de loyer, donc ça va. Les charges qui sont pour l'instant suspendues depuis ce matin, peut-être annulées, mais ben, je crains que moi, je n'y ai pas droit parce que ben, j'étais ouvert, malgré que je sois dans l'événementiel. Donc, à mon avis, je vais pas avoir d'annulation de charges. Donc, je sais pas comment je vais faire. Comme disait Eric tout à l'heure, on a un calendrier. Moi, pour l'instant, j'ai eu encore une mariée tout à l'heure au téléphone. Ils sont super inquiets. Les gens ont pris des crédits pour faire leur mariage. Parce qu'un mariage, c'est 5 000, 10 000, 15 000. Il y en a certains à 20 000 euros sur un global de tout généralisé. Donc, ils ont pris un crédit. Donc, c'est-à-dire que les gens qui allaient se marier cet été vont commencer à payer le crédit au mois de juillet. Mais ils pourront pas se marier cet été. Donc, ils vont payer un crédit que, voilà, pour, bah, on sait pas, 2021, peut-être 2022, peut-être 2023, on sait pas. Donc, je pense que l'État, il faut que vraiment il se réveille, parce que, alors, je pense que nous, on va péter une pilule. Je pense que Eric en a pété une petite ce matin. Je commence à le connaître assez bien parce que ça fait plus de 5 ans, je crois qu'on travaille ensemble, Eric. Maintenant, je vois pas autrement faire qu'avec Eric par rapport à la partie pâtisserie. Ça c'est clair pour mon domaine. Voilà, le gros problème est que je sais pas comment on va faire pour s'en sortir. La boîte, le coiffeur qui va ouvrir mardi. Ok, mardi, c'est merveilleux. Ça y est, les gars. On rattaque le boulot. On va avoir 40 personnes devant la porte. Ouais, d'accord. C'est déjà c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler, d'avoir du monde. Il n'y a pas de problème. Mais il va falloir désinfecter les postes. Ça va être un quart d'heure perdu entre chaque client. Donc, dans tous les cas, ils pourront pas prendre le même chiffre, le même nombre de personnes qu'ils prenaient habituellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je sais pas comment on va faire. On va diviser notre chiffre d'affaires journalier au minimum par 2. Et on va réavoir nos charges, pour ma part, 11 000 euros. Je sais pas du tout comment on va gérer la situation, en sachant que, honnêtement, moi, j'ai plus de boulot, là. Cet été, j'ai plus de boulot, pratiquement plus. Bon, je dis pas qu'on va pas travailler, mais on va faire misère à comparer de ce qu'on aurait dû travailler normalement. J'avais mon calendrier qui était plein. On a refusé plus de 90 mariages cette année. C'est dramatique. Ça en est dramatique. On ne sait pas comment gérer la chose. Donc, il faut vraiment qu'ils se bougent, parce que s'il y a personne qui fait, je pense qu'on va faire tous indépendamment, et il risquerait peut-être qu'il y ait des gars qui fassent de grosses conneries. Je pense. Parce que c'est notre système c'est notre vie. Notre entreprise, c'est notre vie, c'est notre amour. On fait pas ça pour la gloire de Monsieur Macron ou de je sais pas qui à l'État pour lui rapporter de l'argent. Donc voilà, mon petit coup de gueule du moment. Je pense que j'ai été très gentil à comparer de ce que Eric a été ce matin, a dit ce matin. On a tous des caractères différents, c'est ce qui fait peut-être l'office du groupe. Donc voilà, j'ai vu que Mickaël levait la main, je vais lui laisser la main. On reviendra après, il y a pas de souci. À toi, Mickaël. Je vais juste reprendre la parole juste avant, si vous permettez, par rapport à ce que vous dites aussi, pour déjà bien poser le cadre. Là, on a des métiers de bouche, on a de l'événementiel, etc. Bon, votre collectif, déjà, ça c'est une question, je vous laisserai y répondre collectivement, mais il s'adresse à tout type d'activité aujourd'hui, ou est-ce qu'il est vraiment centralisé sur une typologie d'activité? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que dit Eric, il a raison. L'événementiel, bon, c'est une catastrophe, hein, c'est clair. Je veux dire, les regroupements de personnes vont être limités. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on annule de l'événementiel, on annule toute l'économie parallèle qui transite autour. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise en difficulté, mais qui va en mettre combien derrière en difficulté derrière elle? Et ça, on n'en parle jamais assez. On parle toujours d'un souci personnel d'une entreprise, mais une entreprise fait vivre d'autres entreprises en plus de ses salariés. Ça, c'était le petit point que je voulais souligner. Moi, contrairement à vous, j'ai jamais monté mon entreprise. J'ai jamais voulu prendre ces risques. J'ai voulu être tranquille dans ma vie. Et dans ces moments comme ça, c'est là où on se rend compte. Parce que beaucoup de gens critiquent malheureusement le patronat parce qu'on en a fait un gros mot. On considère que des gens comme vous êtes à la même hauteur qu'un patron du CAC 40. Donc,
que ce soit du CAC 40 ou que ce soit un entrepreneur individuel comme vous prenez des risques. On est bien d'accord, vous mettez vos billes dans la survie de l'entreprise. Mais les aides ne sont pas du tout comparables. Aujourd'hui, on sauve les entreprises du CAC 40, très clairement. Air France, par exemple, qui reçoit 7 milliards d'euros et qui, au bout du bout, va faire exactement ce que vous allez être obligé de faire, licencier du monde. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de l'argent, du cash disponible à l'entreprise pour sauver de l'emploi. On donne du cash à l'entreprise pour sauver l'entreprise elle-même et lui permettre de faire sa politique. Donc, je voulais juste intervenir sur ce petit sujet-là. Vous demandez déjà si vous avez eu des réponses des gens que vous avez interpellés, parce que ça me semble important, dans les députés, dans les présidents de région, etc. Est-ce que vous avez eu des budgets débloqués spécifiques pour la sécurité de vos salariés? Parce que ça, on n'en parle pas non plus. On est dans un pays où on n'a pas de masque, on n'a pas de gel, il faut que tout le monde se débrouille par soi-même. Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont un coup de main significatif de l'État, ou est-ce qu'on leur donne juste un mail avec des recommandations à suivre en leur disant si vous ne les suivez pas, vous êtes pénalement responsable et on vous mettra dans la merde? Excusez-moi de parler crûment, mais c'est un peu la vérité. Et la troisième chose, c'est quelles sont les propositions concrètes que vous auriez aimé que l'État vous fasse, vous, en tant que patron, concrètes. C'est-à-dire que la différence aujourd'hui, sans faire de politique, mais je pense que les élus qui sont en haut sont en déconnexion avec le bas et ne se rendent pas compte des besoins et de la réalité terrain. Et qu'il est important aussi que les patrons, on leur donne la parole aujourd'hui encore plus qu'hier, pour que justement ils exposent tout ça et qu'on arrive à faire un pont commun. Voilà. Donc je repasse la parole à Mickaël. Ça marche. Pour essayer, j'ai pas eu le temps de noter les questions, je vais essayer de répondre à tout ça. La première question, qui est concerné par ce collectif? Tout le monde. Sur la page, on a eu plein de personnes qui nous ont dit mais il n'y a pas que l'Auvergne, il n'y a pas que la Haute-Loire, etc. C'est pas que le collectif d'Auvergne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, on avait une vocation que notre collectif d'Auvergne se démultiplie par région. Bah, ça s'est pas fait comme ça et la mayonnaise prend pas dans ce sens-là. Donc la réponse, elle est premièrement toutes les entreprises, et peu importe la taille, 1 salarié, 15 salariés, 20, 50, toutes les entreprises de n'importe quel domaine sont concernées. Vous pouvez voir sur la page Facebook, sur notre page Facebook, on a des barbiers, on a des personnes de l'événementiel, comme on l'a dit, on a un centre de formation, on a vraiment du monde, mais hardi petit. On est en train d'avoir des contacts avec des personnes qui sont dans les fêtes animalières, dans les... Eric, alors donne-moi le nom. Dans le spectacle hippique avec des rapaces. Spectacle hippique. Voilà. Donc ouais, on a des personnes comme ça, des personnes qui sont en train de vendre leur matériel. Ils vendent leur matériel, ce dont ils ont construit depuis plusieurs années. Ils vendent ce matériel pour pouvoir nourrir les animaux. Et aujourd'hui, on en est sur le truc à la mode, faire une cagnotte litchi pour réussir à s'en sortir. J'ai la fièvre, je vais faire une cagnotte litchi pour aller voir le médecin. Là, mon entreprise, malheureusement, elle est en train de crever, je suis obligé de faire une cagnotte litchi. Après, on va se dire les choses, putain. On paye des impôts depuis combien d'années? D'accord? On est hyper imposé. Comme je l'ai mis sur nos revendications, on a donné de l'argent aux banques en 2008 lors de la crise. On l'a donné, l'argent. Et aujourd'hui, on nous dit, allez voir ces mêmes banques à qui on a donné de l'argent, mais vous allez les voir et cette fois-ci, vous leur demandez qu'on vous prête de l'argent. C'est de la merde, c'est de la pipe. On se fout de notre gueule, quoi. Tout à l'heure, les aides, clairement, moi, au jour d'aujourd'hui, 0 €. 0 €. Pourtant, je suis une société qui est en fermeture administrative. Eh ouais, mais j'ai le droit à rien. J'ai le droit à rien. Parce qu'il y a des aberrations. Les députés ont voté une loi disant que les entreprises en fermeture administrative bénéficieraient du fonds de solidarité. Les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% bénéficieront du fonds de solidarité. Sauf que la réalité, en vrai, c'est quoi? Eh bien, on prend en compte uniquement la perte du chiffre d'affaires.
Mon chiffre d'affaires de l'année dernière et de cette année, 2000 euros de plus. L'année dernière, un salarié. Cette année, 4. Sous ma gueule ou quoi? Mais moi, j'ai le droit à rien. 0 euros. Et c'est démerde-toi, va voir la banque pour faire un crédit. Crédit où on signe un chèque en blanc parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le taux d'intérêt dans un an. Parce que dans un an, c'est pas un crédit à 0%. Déjà, on paye 0,25% d'assurance pendant un an. Et dans un an, on payera des taux de crédit. J'ai une personne qui m'a envoyé un message de détresse ce matin et que je pense qu'on va publier sur la page bientôt. Elle a fait le crédit, elle aussi. Mais elle est en train de s'endetter. Elle s'est endettée avec un nouveau crédit. Comment on va faire pour payer tout ça? On se fout de notre gueule. Monsieur Darmanin, Monsieur Macron se foutent de notre gueule. Je rebondis un peu sur ce que tu dis. Il y a quelque chose, tu dis à un moment, on fait des cagnottes litchi. Mais on fait pareil avec les masques. Les masques, tu n'en as pas, tu les fabriques avec des filtres à café et du tissu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans de l'amateurisme permanent, là, tout de suite, et qu'on est dans un système de débrouille permanente. Sauf que j'aimerais quand même qu'on profite de cette émission aussi pour faire un rapide cours de fiscalité sur l'entreprise. Parce que ce que n'ont pas conscience les auditeurs et les salariés que je suis d'ailleurs, hein, c'est le poids des charges hors Covid, qui est déjà difficilement supportable et qui est plus que pénalisant. C'est-à-dire qu'on vous demande à vous de créer de l'emploi, clairement, et de participer à la vie de la nation. C'est même vous qui devez la faire grandir, cette nation. Mais est-ce que l'un d'entre vous peut raconter un peu son quotidien hors Covid? C'est-à-dire déjà la comptabilité, comment ça se passe, ce qui est URSSAF, ce qui est les impôts sur les sociétés, etc. Qui veut prendre la parole là-dessus? Allez, Eric. Alors, moi, pour faire simple, voilà, moi j'avais prévu tout ça. Ça fait des années que j'ai compris que l'État était là pour nous enfler plutôt que nous aider. Et voilà pourquoi j'ai créé cette structure. Moi, j'ai démarré il y a 12 ans, pardon, et pendant 8 ans, je suis resté à Clermont avec ma maman, employée, qui tenait mon magasin, et on avait un salon de thé. Voilà. Quand j'ai vu la tournure des choses, comment ça fonctionnait dans la réalité, après mon petit apprentissage de 2-3 ans en tant que patron, j'ai compris comment ça fonctionnait. Après avoir compris comment ça fonctionnait, j'ai réfléchi autrement. J'ai dit, je vais me lancer dans l'événementiel. Ma mère va partir à la retraite. Et puis, dans l'événementiel, avec mes capacités de travail journalières, je vais pouvoir assumer de le faire tout seul. Parce qu'on fait des plus gros événements, des pièces plus grandes, on livre beaucoup moins et on n'a pas besoin d'avoir de magasin puisqu'on va livrer les gens directement chez eux. Donc voilà, moi, j'ai tout réduit les charges au minimum parce que j'ai prévu une situation comme celle-ci. Moi, je suis le moins à plaindre parce que je suis tout seul. J'engage pas des frais d'URSSAF, j'engage pas des frais ni des problèmes avec des employés. J'ai rien contre les employés, c'est pas le problème. Mais j'ai pas tout ça. J'ai qu'à me gérer moi-même et à gérer le minimum de charges que j'ai pour moi personnel au RSI, enfin l'URSSAF maintenant, SSI d'ailleurs, il porte bien son nom, je trouve. Et du coup, voilà, moi j'ai minimisé ça, mais parce que je l'ai vu arriver l'histoire. Ça m'empêche pas d'être dans la merde, hein. Ça m'empêche pas d'être dans la merde, même en étant tout seul. Mais par contre, je peux la gérer au jour le jour différemment que de Michael, que de David. C'est beaucoup plus facile pour moi. Moi, j'ai des charges de RSI, j'ai pas des charges d'URSSAF par rapport à des employés, j'ai mon loyer, j'ai tout un tas de choses, mais c'est vraiment réduit au minimum. Je me suis excentré de Clermont-Ferrand pour que mon loyer soit beaucoup plus petit. Je l'ai réduit de 3 fois, hein, juste en faisant 7 km et demi, pour vous dire. Et pourtant, je reste toujours dans la métropole clermontoise. Voilà mon principe, moi, de fonctionnement, parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi et que je pouvais fonctionner comme ça et que mon entreprise tourne depuis maintenant 4 ans. J'ai pris des risques, parce que j'avais un chiffre d'affaires qui était bon. Je l'ai réduit de 50% pendant 3 ans, le temps de remonter l'affaire différemment. Mais voilà, ça c'est ma vision des choses. Pas qu'il faut pas employer des gens, c'est pas ce que je dis, mais moi ma vision des choses, c'est d'abord on remplit sa gamelle et si on peut et si on en a envie, on essaie d'essayer de remplir ou d'aider de remplir quelqu'un à la sienne. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, je pense que le point de vue sera beaucoup plus explicite et beaucoup plus parlant pour les autres, comme celui de David ou de Michael, qui ont des employés. Donc moi, je vais laisser la parole à David, qui lui a des employés et il a une autre vision des choses complètement différente de la mienne. Ce qui est des employés, oui, j'en ai trois en temps normal, on va dire hors saison et pleine saison. Après, il y a une grosse partie des employés que je prends en extra l'été. Je vais pas vous mettre une image spéciale. Déjà, eux, ils auront pas de boulot cet été, ça c'est clair.
parce que ou beaucoup moins. Après, bon, ça c'est un gros avantage pour moi, c'est que c'est de l'emploi que je prends simplement, voilà, quelques heures par semaine, enfin par week-end, on va dire, parce qu'on est largement assez avec mon fils pour lancer la production journalière. On a 2 mariages, on fait 2 mariages par week-end. On brasse entre 80 et 200 personnes par week-end. Donc, on prend 2 mariages par date. Donc ça, la production, nous, on peut la faire nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Après, c'est quand on est en extérieur sur des repas qui sont servis. Donc là, oui, on a besoin de monde. Donc, l'avantage, c'est que j'aurais pas besoin de les payer parce qu'il n'y aura pas de boulot. Donc ça, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui est de mes 3 salariés que j'ai à temps plein toute l'année, au jour d'aujourd'hui, eux, ils sont au chômage partiel. Chômage partiel, le premier mois, j'ai maintenu le salaire total, on va dire. Je l'ai maintenu parce que je pouvais le faire à 100%. Ce mois-ci, ils ont perdu 150 euros, il me semble, sur leur salaire. C'est pas grand-chose. 150 euros, c'est pas grand-chose. Vous allez me dire, ok, mais c'est quand même énorme. C'est les petites courses supplémentaires. C'est peut-être le petit resto. C'est peut-être le petit resto du samedi soir avec madame. C'est peut-être le cadeau exceptionnel aux petits. Voilà, c'est plein de choses que il va pas y avoir. Donc au jour d'aujourd'hui, moi j'ai eu un confrère, j'ai une personne que je connais qui travaille dans le BTP qui m'a dit mais moi tout va bien, on a du travail. Ok, d'accord, il y a du travail, vous avez du travail les gars. Mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, là au jour d'aujourd'hui, les gens, on s'en rend pas compte. 100 euros de moins, c'est pas dramatique. Voilà, on va se serrer un peu la ceinture, on est tous à la maison, on fait tous des gâteaux. Où on va tous au McDo quand ils ouvrent, quand on voit sur les forums. Merci, monsieur américain, d'avoir créé les McDonald's. C'est tip top. Quand on voit qu'il y a 30 voitures ou 40 voitures qui sont stationnées sur la route pour attendre, pour faire la queue, pour avoir un McDo. Putain, sans déconner, il y a des snackings, il y a des camions qui font des burgers. Au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a des artisans, ça coûte pas moins cher. Je vais pas dire que j'ai jamais été manger au McDo, c'est pas vrai. J'y ai été. On est en train de faire marche arrière parce que voilà, on sent que c'est dégueulasse. Après, ça reste autre chose. On va pas polémiquer là-dessus parce qu'on va partir sur une autre discussion. Mais voilà, il y a plein de choses à faire pour les salariés, je pense. Au jour d'aujourd'hui, ils perdent de l'argent. Donc, s'ils perdent de l'argent, dans 1 mois, dans 2 mois, la maison qui était prévue d'être construite va peut-être se retarder à 6 mois, ou peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, parce que on n'a plus les moyens. Ce qu'il faut faire, il faut penser déjà à nourrir ses enfants, sa femme, qui travaille heureusement, qui a quand même un salaire. Mais voilà, le gros problème, c'est ça, quoi. Donc, je sais pas où ça va, aller, mais il y a qu'à continuer comme ça. Enfin, voilà, c'est bien, c'est parfait, hein, monsieur chef de l'État, monsieur Premier ministre, monsieur et tant d'autres, continuez comme ça. C'est comme ça qu'on va relever la France, je pense. Et on va surtout fermer nos entreprises. Je pense que voilà, c'est ce qui nous reste plus que ce qu'il y a à faire dans les mois à venir. C'est fermer nos boîtes. Par contre, non, moi non. Je vais être clair, on a mis pas loin de 200 boules, enfin pas 200 boules, 170 000 euros dernièrement. On a investi 170 000 euros, une partie de fonds propres, une partie de crédit. Je me suis endetté, pas pour la vie, je me suis endetté pour 7 ans. Hein, si j'ai plus ma boîte, honnêtement, j'ai plus rien à perdre, honnêtement. Donc voilà. Donc, c'est clair et net que je vais pas laisser ce que je suis en train de monter pour mes enfants. Je vais pas le laisser comme ça tomber. C'est clair. Je pense que voilà. Donc il faut réagir, il faut faire quelque chose, mais rapide, très rapide. Alors je suis un peu moins sanguin qu'Eric, mon petit Eric. Voilà, je suis un bon judoka dans l'âme, je sais me contrôler. Par contre, une fois que je suis parti, en règle générale, on m'arrête pas. Donc le gros souci, j'avertis beaucoup, mais quand ça part, ça part. Voilà.
C'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Donc ma partie salariée, voilà. Ouais, je vais te laisser la parole, Michael. La partie salariée, voilà, ils perdent en gros une centaine d'euros par mois. Voilà. Bon, par contre, nous on paye les charges. Enfin, pas tout de suite, on va les payer derrière. Il faudra bien les payer. Il faudra bien que quelqu'un paye le chômage partiel. C'est ça le problème. C'est parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. C'est que, ouais, ok, l'État, ils nous prennent 80% du chômage. 80 ou 85, je sais plus exactement. Ok, mais il faudra bien le payer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire tout ce qui est à côté, il faudra le payer. Donc voilà, tout le monde n'est pas conscient. Donc s'il vous plaît, réveillez-vous. Le BTP, allez-y, attendez pas de plus avoir de boulot pour vous réveiller. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est tout le monde, c'est tous ensemble. C'est les libérales, c'est les docteurs, c'est les avocats, c'est bon, on va pas dire les banquiers ils ont de l'argent pour l'instant, ça va. Ils sont pas à plaindre. Enfin, moi je les plains pas. Mais voilà, rejoignez-nous. Plus on sera, mieux ça sera, et plus on aura de pouvoir d'avancer. Voilà. Bon, je vais laisser parler là un peu Mickaël parce que je crois qu'il est en train de s'endormir. À toi, Mickaël. Ouais, moi, il y a plein de questions encore où on n'a pas répondu que tu as posées. Mais sur les charges, il y a un truc qu'on n'a pas dit encore. Pour finir un peu de parler de ces charges sur ta question de charge, on nous dit report des charges dans un premier temps, annulation des charges, mais pas pour tout le monde, juste pour 3 mois. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé sa feuille de paye? C'est quoi les charges sur une feuille de paye? Oui, il y a les charges d'URSSAF, mais il y a aussi ce qu'on appelle les charges de prévoyance, les caisses de prévoyance, Malakoff entre autres. Par exemple, pour en citer qu'un, parce qu'il y en a plusieurs. Les annonces du gouvernement de report ou d'annulation ne concernent pas les caisses de prévoyance. Donc, non sur le bulletin de salaire, non sur les charges, tout n'est pas annulé ou reporté. Attention là aussi, parce qu'on fait un amalgame, on fait un raccourci. L'État a dit report, l'État a dit annulation. Attention, non, c'est une annulation des charges de l'URSSAF. Il reste Malakoff, etc. sur vos bulletins de salaire. Et ouais, c'est énorme. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. On sait comment ça marche, on sait ce qu'on paye, on sait ce qu'il y a sur le bulletin de salaire. D'accord? Arrêtez de nous vendre des jolis petits cœurs, des jolis petits bisounours. Nous, on est sur le terrain, on sait ce qu'il y a. D'accord? Ça, c'était la première chose. Et en charge, il y a les charges de véhicules, il y a les charges d'eau, EDF. EDF, tiens, je vais donner un autre exemple, EDF. EDF qui était censé ne pas nous faire de prélèvement, qui était censé ne pas nous envoyer de facture, pour le moment en tout cas. C'est de la pipe. Moi, je les ai reçues, les factures. Aujourd'hui, j'ai même reçu un mail d'EDF me disant que EDF ne peut pas envoyer quelqu'un pour relever le compteur. Si je pouvais les appeler pour leur donner mon relevé et qu'ils me fassent la facture, ça serait bien. Voilà, c'est ça les annonces du gouvernement. C'est ça les annonces. C'est pas autre chose. C'est de la fumisterie. C'est des belles promesses, mais il n'y a rien. Que des mensonges. Les mails, je prouve tout ce que je dis. Je vous envoie tout ce que je dis. J'ai tous les mails, j'ai toutes les preuves. C'est des mensonges. Et là, toutes ces charges viennent se rajouter autre chose. Car Eric, tout à l'heure, il me disait « Ah ben super, le gouvernement, il a encore trouvé un autre business. » Eh ouais, les solutions hydro. Parce que demain, le 11, mais si on veut reprendre, il va falloir respecter le cahier des charges de l'État. Eh ouais, cahier des charges de l'État, il faut faire quoi? Il faut mettre en place des masques. Masques? Mais attends, monsieur l'État, je croyais qu'il n'y en avait plus des masques. Et comment on fait pour les trouver? Ah ben, grosso modo, il faut qu'on se démerde. Alors oui, on va nous dire, il y a les CCI qui essaient de nous aider, etc. Mais il faut qu'on se démerde. Faut qu'on se démerde. L'État n'a pas été capable de se démerder pour fournir des masques aux soignants. D'accord? Alors que l'État a grosse stature, hein. Communication internationale, la Chine, etc. Grosse stature, la Chine, l'État. L'État n'a pas été capable de le faire. Mais nous, petites entreprises, faites ce que moi, j'ai pas été capable de faire. Et si vous le faites pas, vous engagez votre responsabilité pénale en cas de problème. Voilà. Parce que messieurs les maires qui réclament d'être libérés de toute responsabilité pénale en cas de problème, et nous, les employeurs, nous, les patrons, à quel moment on nous libère de la responsabilité pénale? Jamais.
Voilà, messieurs les élus, toujours des lois pour eux, pour les protéger eux, mais nous, sur le terrain, qui va nous protéger? Personne. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, je viens de faire un chèque de 400 balles. Je viens d'acheter des masques chirurgicaux. Je viens d'acheter 15 litres de solution hydro pour ma société. Eh ouais. Et ces charges-là, qui c'est qui va les payer? Qui va les payer? Et à qui ça profite? Ouais, alors c'est super intéressant. Alors, je travaille moi dans la vraie vie chez Enedis, qui est le distributeur d'électricité en France, les réseaux. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que tu dis est complètement vrai parce que je l'assiste tous les jours. Donc, je peux attester de ce que tu dis est vrai. Mais il y a quelque chose d'important à ça. On a libéralisé le marché de l'énergie. On a ouvert le marché à la concurrence aux entreprises dans les années 2000, début 2000, et les particuliers en 2007. Aujourd'hui, tu as 28 fournisseurs d'électricité. Tant que la loi n'oblige pas les opérateurs privés à mettre en stand-by des factures, ils font comme ils veulent. Et c'est ce qui est en train de se passer avec des restrictions d'électricité, voire des coupures impayées sur les professionnels pour non-règlement de facture. Ça, c'est du factuel. Je rappelle quand même que dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, qu'on critique beaucoup, il a été décrété des gels de factures d'électricité, de gaz et d'eau pour tous les professionnels et même les particuliers. Donc, il faut aussi, voilà, je veux dire, je rebondis juste, je vais te repasser la parole, mais je rebondis par rapport à ce que tu dis. On en est là, effectivement, il y a un moment, on ne peut pas faire payer des impôts ad vitam aeternam aux gens et ne jamais les utiliser au moment où on a le plus besoin. Et le gel des factures de l'énergie, typiquement, répond à des besoins primaires, aussi bien pour le particulier que pour le professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une entreprise qui ferme, personne ne peut s'en réjouir. Parce qu'une entreprise qui ferme, ça tue de l'emploi et ça tue d'autres entreprises derrière. On estime qu'au déconfinement, on va monter à des taux de chômage supérieurs à 30%. Avec, en plus de ça, pour étayer un peu vos propos aux uns et aux autres, les entreprises qui vont fermer, ça va avoir une conséquence directe, les commerçants et les entreprises de taille moyenne notamment. C'est que ça va faire chuter le prix de l'immobilier des locaux professionnels. Pourquoi? Parce que d'un coup, on va se retrouver avec des locaux vides partout, à vendre partout. Et plus vous avez d'offres, et plus les prix baissent. Et vous avez des investisseurs, parce qu'on ça, on ne le dit pas et c'est factuel, on est monté à 115% de la dette au niveau du PIB. On est dans la merde, clairement. Donc, il faut rembourser cette dette dès maintenant. Sauf qu'on est en crise financière. Ce qui veut dire qu'on est en train d'ouvrir un immobilier bon marché, parce qu'on le sait déjà, à des investisseurs étrangers qui vont arriver, qui eux n'ont pas subi la crise comme nous, et qui vont tout rafler. Et permettez-moi de vous dire que je ne suis pas, comment on appelle ça, un populiste, mais je me fais énormément de soucis. On a déjà vendu nos exploitations, les châteaux, les grands châteaux viticoles à des Chinois, notamment en Bourgogne ou dans le Bordelais. On a vendu nos industries à des Anglais, à des Qataris, à des Saoudiens. Il nous restait encore quelques petits locaux, on va dire, sur lesquels on n'était pas trop inquiétés. Là, ça ne sera plus le cas demain. Et ça, il faut vraiment que les gens en prennent conscience. Personne ne peut se réjouir de ce qui arrive. Une autre chose, tu dis un salarié perd 100 euros. Ça, c'est David qui l'a dit. Les 100 euros du 6 mai ne sont pas les 100 euros du 19 février. On est sur de la surinflation actuellement, avec des augmentations des prix sur l'agroalimentaire de l'ordre de 20 à 30%. De la surinflation sur des prix des produits de première nécessité. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des prix intéressants à la pompe, avec un cours du pétrole qui remonte, parce que quand tout va redémarrer d'un coup, le prix du baril va exploser et vous payerez plus cher votre pétrole qu'avant le Covid. Donc, il faut que les gens aussi s'intéressent à ces mécaniques-là et à ces mécanismes pour prendre le parti de nos entreprises. Plus que jamais, il faut qu'on vous soutienne. Et ce qui me choque, moi, en tant que citoyen, là j'enlève la casquette du gars qui vous interviewe, c'est la haine primaire de l'entrepreneuriat. C'est absolument regrettable pour la simple et bonne raison, c'est que s'il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de salariat. Et que s'il n'y a pas de salariat, vous ne bouffez pas dans vos assiettes. Donc, on devrait être main dans la main.
Et depuis des décennies que ça dure, on se tire dessus continuellement parce qu'on entretient l'ambivalence entre les gros et les petits. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule aussi parce que j'interviens. Mickaël, je te repasse la parole avec plaisir. Ouais, alors d'un coup, j'ai encore plein de choses à dire, hein, je m'arrête pas. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quelques temps, j'ai balancé un peu des posts en disant que, à mon avis, il fallait un collectif purement que d'entrepreneurs parce que les salariés nous voyaient trop comme le patron est un con, le patron est un voleur, le patron est un méchant. Mais pour avoir discuté avec beaucoup de personnes, je vais juste relativiser un petit peu des propos parce que heureusement, et ça fait plaisir, il y a quand même des personnes, pas tous, très malheureusement, mais il y a quand même des personnes qui ont à cœur d'aider leurs employeurs à faire en sorte que ça dure parce que justement, ils ont bien compris que si demain la société ne dure pas, eux, ils n'ont plus rien. Et puis, il faut pas se leurrer, nos petites entreprises, c'est des petites entreprises, c'est pas des multinationales. Bien souvent, le patron, il prend soin de ses salariés. Enfin, il prend soin, il s'intéresse à ses salariés, leur dit comment ça se passe, etc. C'est pas une famille parce qu'on peut pas définir le travail comme un lieu familial entre guillemets. Mais en tous les cas, on n'est pas dans quelque chose où le salarié c'est de la chair à canon. Hop, ça marche pas et je m'en vais. Demain, si demain je licencie 2 salariés, ça va me faire chier de licencier 2 salariés. Je n'y prendrai aucun plaisir. Et ça, voilà, il y a quand même des salariés qui se rendent compte. Et moi, j'ai eu des messages, j'ai des gars qui m'ont repris. Et je les en remercie parce qu'en effet, tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, en ce moment, faut appeler un chat, se croient en vacances. Et forcément, il y en a peut-être, c'est pas politiquement correct, ce que je vais dire. Je l'entends, mais je le dis et je l'assume. Il y en a qui, en ce moment, se croient très certainement en vacances et qui préféraient que le confinement soit prolongé pour être payé à rester à la maison. Voilà, c'est pas politiquement correct, mais faut le dire. Attention, j'insiste, c'est pas une généralité. Et je vous dis, j'ai eu des super témoignages sur Facebook de personnes qui me disent, tu dis des bêtises. Et nous, on est derrière notre employeur parce que si notre employeur il va pas bien, si notre employeur il ferme, on n'a plus rien. Et sur notre page d'ailleurs, il n'y a pas que des employeurs, il y a aussi des salariés qui sont derrière leurs entreprises. Voilà. Concrètement, comment ils peuvent vous aider justement pour en venir à votre initiative? Qu'est-ce que vous attendez des gens qui vont adhérer à votre collectif? Qu'est-ce qu'un particulier aujourd'hui soucieux d'aider des entreprises en péril, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on fait des interviews, c'est utile, des partages, etc. Mais concrètement, factuellement. Très concrètement, aujourd'hui, on en est où? Les vidéos, j'en ai parlé pour les témoignages, etc. Maintenant, on a une pétition qui est en cours sur change.org et qui avance pas bien. C'est dommage. On aimerait que ça avance plus, mais ça avance pas. Beaucoup de personnes nous disent les pétitions de change.org, il y en a marre et de toute façon, on signe, mais ça va jamais jusqu'au bout, quoi. Beaucoup de personnes nous disent ça. On a lancé des mails, un mail à tous les députés d'Auvergne, tous les présidents de région, le président de région, donc Laurent Wauquiez, et tous les présidents de groupes d'Assemblée nationale, les parlementaires. On a envoyé un mail à tout le monde. Et maintenant, on attend quoi? On attend que ces élus nous répondent. Mais le problème, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est que les élus en ont rien à foutre de nous. Rien du tout. Et je vais vous donner plein d'exemples. Et puis, si vendredi, ça avance pas, avec Eric et David, je vous garantis qu'on va mettre un tableau de chasse et on va les mettre, les noms des gars qui en ont rien à foutre de nous. On va les mettre sur le tableau, tous ceux qui nous répondent pas. Parce qu'il y en a un paquet. Pour pas dire tous. D'accord? Donc là, tout de suite, notre collectif, on a besoin d'un maximum de monde. Là, et une députée que j'ai eue ce matin au téléphone me dit, votre truc, on voit bien que ça avance. On voit bien que la mayonnaise prend et on voit bien que les chiffres sont en train de monter. Eh ouais. En moins de 2 semaines, on est bientôt à 2000, Eric. 2000 abonnés. Eric, tu me confirmes? C'est toi qui suis le truc? Bientôt 2000 abonnés. En moins de 2 semaines. Donc, le truc, ça avance. La mayonnaise prend. On a besoin de quoi? On a besoin de monde derrière nous. On a besoin de visibilité. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Les députés, les sénateurs représentent qui? Le peuple. Si le peuple est derrière nous via un gros nombre d'abonnés,
ça augmente notre représentativité. Et va bien falloir que les élus, qu'ils le veuillent ou pas, va bien falloir qu'ils se bougent le cul. Va bien falloir qu'ils aident les entreprises. On a fait un mail à tous les députés d'Auvergne. Tous. Il n'y en a pas un qui est passé à la trappe. Tous les députés d'Auvergne ont eu le mail. Tous les présidents de groupe de l'Assemblée nationale ont reçu le mail. Laurent Wauquiez a reçu le mail. Aujourd'hui, pour faire simple, dans toutes ces petites personnes, j'ai combien de réponses? J'ai M. Ruffin, ou du moins un de ses assistants parlementaires, qui me répond que tout de suite, il aimerait avoir plus de précision parce qu'il est pas mal occupé, qu'il n'a pas trop de temps. Dommage, je m'attendais à autre chose. J'ai Vincent Desker, donc député de l'Allier également, qui c'est pas lui qui me répond, hein. Là encore, c'est son attaché parlementaire qui me répond. Là encore, le député a beaucoup de boulot. On peut essayer de lui répondre par mail, voir un peu, préciser un autre truc et qu'ensuite il verra la suite. Voilà. Ça, c'est les réponses que j'ai. On a Monsieur Vigier, qu'on a eu au téléphone plusieurs fois. Et puis ensuite, il nous a demandé de lui envoyer nos revendications par mail, chose qu'on a fait. Et puis on n'a plus de nouvelles. Voilà, plus rien. Plus de nouvelles. Et puis, on a quand même Madame Bénédicte Pérol, députée de l'Allier. C'est la seule qui a été réactive. C'est la seule sur tous les députés, surtout les députés de France, entre guillemets. On va dire les présidents de groupe et les députés d'Auvergne. C'est la seule qui m'a répondu du tac au tac et qui m'a dit « Allez hop, on se prend un rendez-vous téléphonique ». C'est la seule. Il n'y en a pas 40. La seule. Je vous garantis que vendredi, s'il n'y a pas de députés qui nous répondent, si on nous prend pour des cons, vendredi, il y a un tableau de chef sur la page. On va aller mettre les photos de tous ceux qui ont eu le mail et tous ceux qui n'ont pas répondu. Parce qu'il y a des personnes, j'ai l'accusé de réception, l'accusé de lecture aussi. Je les ai. Je sais qu'ils ont vu les mails mais qu'ils n'ont pas répondu. On va faire le listing et on va voir que les élus, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils sont peut-être médiatiques, etc. Mais la réalité du terrain, c'est quoi? Ils prennent leur petit billet, d'accord? Et le terrain, ils s'en battent les couilles. Va falloir en France qu'on change un peu de façon de travailler. Nos élus sont là pour nous représenter. Indirectement, ils nous représentent nous. Ils représentent également les salariés. Parce qu'on est tous dans la même merde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais sauf qu'aujourd'hui, tout le monde s'en bat les steaks. J'entends des députés qui disent il faut empêcher les employeurs de licencier. Mais putain, le gars qui dit ça, il a vraiment rien compris à la vie. Comment demain, avec un déficit de 15 000 euros, avec zéro chiffre d'affaires, expliquez-moi comment vous allez payer un salarié. C'est un problème de mathématiques de CP ou de CO2, j'exagère, de CO2 d'un gamin. Tu as tant de bonbons. Tu dois en donner tant. Est-ce que tu peux, oui ou non? Non. Oh, les députés, arrêtez vos conneries. Comment voulez-vous pondre une loi pour empêcher de licencier? Je le redis, on n'a pas envie de licencier, mais pour ça, il faut nous aider. Alors, plutôt que de il faut empêcher de licencier. Non, il faut empêcher que les entreprises ferment. Pour ça, il faut faire quoi? Il faut faire en sorte que on ait du pognon pour continuer. Voilà, c'est mathématique. 3 revendications. L'annulation pure et simple des charges, de toutes les charges, et même les prévoyances de toutes les charges, impôts, fiscalité, etc. jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi jusqu'à la fin de l'année? Je vais faire très simple. Pour prendre mon exemple, mais qui est similaire avec un peu tout le monde, parce que la vision des politiques, la vision des économistes, de toute façon, c'est la même. C'est une reprise optimale en septembre. Alors maintenant, on imagine la reprise optimale en septembre. Moi, vous voyez tout à l'heure, je regardais mon téléphone. Honnêtement, David, je m'endormais pas. Je regardais mon téléphone. Encore une annulation d'un client. Tous les jours, j'ai des annulations. Je pensais réussir à limiter la casse sur mai et juin. Je la limite pas et je suis en train de me casser la gueule. Mai, juin, ça s'annule. Ok. Mais je paye pas mes charges. Je vais vivre grâce au crédit que j'ai fait. Juin, pareil. Juillet, on va peut-être réussir à commencer. Sauf que derrière, qu'est-ce qui va arriver? Des congés, etc. Août, c'est mort.
on n'en parle pas. Reprise septembre. Reprise septembre, l'État fait partie des plus mauvais payeurs, malheureusement, entre autres avec qui je travaille. Aujourd'hui, j'ai 15 000 euros. Monsieur Macron, Darmanin, Philippe, etc. Ils ont tous dit l'État sera exemplaire. On va vous payer tout de suite. J'ai 15 000 balles dehors. 15 000 balles. Et tout à l'heure, pour pas nommer, j'ai Pôle emploi qui m'envoie un mail. On est en télétravail, j'ai pas votre facture avec moi, je peux pas vous payer. Mais pauvre connard, t'as la facture depuis ce février. Oh! Voilà. Et après, là encore, l'État nous dit, on va être exemplaire, on va payer tout de suite. Voilà. Au-delà de ça, on met les gens, on met les gens dans un stress qui est assez dur à vivre, en plus de ça au quotidien, surtout quand on est patron et qu'on doit gérer. Moi, juste par rapport à ce que tu dis, une petite question vite fait, et puis je repasserai la parole à Eric et à David. Mais est-ce que vous avez aussi pensé à passer par le MEDEF, par exemple, ou par des collectifs d'entrepreneurs? Parce que les patrons, quand on les écoute parler, le MEDEF en l'occurrence, pour parler d'eux, ils sont tout le temps dans la culture du patronat, la défense. On est là pour les patrons. Je rappelle, pour terminer, s'il te plaît, c'est qu'il y a 39 milliardaires en France, L'Oréal, LVMH, Koenig, Chanel, etc. C'est 39 patrons. Des Lagardère, des Bolloré, des Bernard Arnault, je t'en passe des meilleurs, des Drahi, des Bolloré, etc. Ces gens-là, à 39, ils ont déjà 277 milliards de fortune personnelle, hors entreprise. Donc, est-ce que eux ne peuvent pas, à ce moment-là, puisqu'on aime bien les télétons, faire un téléthon pour sauver les entreprises de France et aller voir les grandes entreprises du CAC 40 qui ont versé des dividendes records et qui ont fait des bénéfices records l'année dernière pour sauver l'entrepreneuriat français? Ça paraîtrait presque cohérent quelque part. Si l'élu ne fait pas ce travail-là, autant être solidaire entre patrons, me semble-t-il. Non. Là, tu vois, j'ai ma tension qui est en train de monter plus, quoi. Parce que là, je suis en train de bouillir et m'énerver vraiment, quoi. Clairement, le MEDEF, et j'en connais, hein, vont peut-être m'en vouloir, mais c'est pas grave. Moi, j'ai vraiment le sentiment que le MEDEF, de toute façon, et puis c'est mathématique, hein, on le sait parfaitement, le MEDEF, il est là pour défendre les gros employeurs. Pas les petits. Ensuite, on a les fédérations. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, aujourd'hui, et c'est tout le contraire de notre collectif, aujourd'hui, chacune des fédérations est en train de défendre un petit peu son bout de steak. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là encore, on divise tout le monde. On divise tout le monde. Ça veut dire que Eric, David, Mickaël, on est tous divisés. Chacun notre fédération, chacun dans notre coin. Chacun est en train de gratter un petit truc, une petite merde. Chacun fait son petit truc. Et au bout du compte, chacun aura de la merde. Ou alors, il y en a peut-être un qui va réussir à prendre un gros bout de gâteau. Il restera rien pour les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'équitable. D'équitable pour tout le monde, quelle que soit la fédération. On devrait tous avoir mathématiquement sur un barème les mêmes choses en fonction des revenus, en fonction des charges, en fonction de plein de choses. On devrait tous avoir la même chose, peu importe la fédération. Pourquoi est-ce que aujourd'hui la fédération du tourisme ou la fédération de la restauration, ils se défendent comme des maboules et au début ils étaient partis pour avoir seulement eux l'annulation des charges et nous rien. Ben non, il faut arrêter. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et c'est l'intérêt de notre collectif. Tous ensemble, toute corporation, quoi. Sinon, on n'y arrivera jamais parce que l'État, qu'est-ce qu'il veut réellement? Il veut la division. Parce qu'avec la division, il va y arriver. Je vais vous donner un exemple, hein. Les gilets jaunes, par exemple. Les gilets jaunes, ça aurait pu prendre la mayonnaise. Les transporteurs rentraient dans le truc, entre autres. Et puis les transporteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, la fédération des transporteurs? Désolé, je vais peut-être me faire encore des ennemis. Ils ont négocié leur bout de steak dans leur coin. Ils ont pris leur truc. Et c'est fini. On n'en parle plus. Le gouvernement avait peur des transporteurs. Les transporteurs, c'est réglé maintenant. Les autres, on vous emmerde. La solidarité, tous ensemble. Ensuite, tu parlais, les grands patrons, le CAC 40, ils ont qu'à faire une collecte. Ouais, mais une collecte pour sauver une entreprise, ça marche moins bien qu'une collecte pour sauver Notre-Dame. Notre-Dame, en une semaine, on a eu combien de milliards? Combien de milliards? 7 milliards. Eh ouais, combien de milliards?
Crise sanitaire. Même pas parler des entreprises. Crise sanitaire. Combien est-ce que les grandes entreprises ont donné pour l'hôpital? Combien? Rien. Non, mais c'est certain, hein, c'est certain. Après, je vais aussi parler, on va laisser parler Eric et David. Eric, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans ton secteur d'activité. Aujourd'hui, Macron s'est exprimé notamment sur les annulations de festivals, tout ce qui est annulation d'événementiels, et il a déclaré que on devait réinventer l'événementiel en France, et pourquoi pas faire des festivals à distance avec des gens. Alors c'est un peu particulier hein, son concept. Des festivals à 15 où tu serais avec des groupes de 15 face à des artistes, alors soit par écran ou soit en réel. J'ai regardé. Je pense qu'il n'était pas dans son état normal. Je vais vous donner mon sentiment. Soit il avait bu un canon avant ou il avait trop mangé, je ne sais pas. Mais c'était complètement incohérent. Je connais très bien le monde des festivals. J'ai des potes à moi qui sont monteurs de scène, des régisseurs et qui font d'événementiels comme toi. Alors, j'aimerais vraiment avoir ton sentiment de professionnel sur ça, sur l'événementiel et tout ce que ça génère derrière, justement. Sur l'incohérence de Macron, on va pas y revenir parce que c'est une incohérence sur tout ce qu'il raconte depuis le début et je pense que c'est depuis qu'il est né. Mais enfin, ça, c'est encore une autre chose. Je vais revenir sur le MEDEF vite fait parce que je pense qu'on n'a même pas en parlé parce qu'il ne nous représente pas. Le MEDEF, c'est juste, pour moi, c'est le clubhouse du 440 français. Voilà, c'est tout. Ils sont là entre eux, ils se tapent la quille, tranquille, ils se foutent bien de notre gueule et quand ils peuvent nous bouffer pour nous prendre le travail, ils le font. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils n'ont pas notre savoir-faire et qu'ils l'auront jamais parce que ces gens-là, ils en ont pas de savoir-faire. Ils ont juste le pognon. Ils ont juste le pognon. Avec du pognon, on fait du pognon. Voilà. Nous, notre but premier, c'est pas de faire du pognon, c'est de faire du bon boulot. Voilà. Et le bon boulot, ils savent pas ce que c'est. Donc, pour l'instant, eux, j'en parlerai pas parce qu'ils m'intéressent pas. Ils font pas partie des patrons pour moi. C'est des PQ. Et je le dis franchement, c'est des PQ. Je garderai toujours mon franc-parler et ça changera jamais. Bref, on va reparler de Macron, comme tu expliquais. Ouais, alors celle-ci, franchement, soit on légalise la drogue, soit on fait quelque chose parce que ce mec-là, il est complètement à la ramasse. Il est cinglé complet. Il est président de la France, bordel de merde. Putain, mais les gens, vous faites quoi? Vous le voyez pas qu'il est cinglé? À chaque fois qu'il passe devant la télé, qu'il est devant vous, il vous raconte de la merde, mais c'est gros comme un camion. Même ma fille parle mieux que lui. Elle a 20 mois. Il est débile premier. Quand on fait des festivals, on va les faire par Internet, par 15, et on va être tous devant notre écran, bien sûr. Ouais, puis il y a des serveurs aussi qui vont venir dans chaque casa nous servir les bières. Pauvre débile. Non, mais il est hors réalité. Il sait même pas la couleur de son slip, ce débile. On l'habille tous les matins. Alors maintenant, lui, il parle plus. Il fait plus partie du paysage français. Il va dégager. C'est obligatoire. Il peut plus rester ici. Il se fout de notre gueule. Il est là pour nous protéger. C'est le premier homme de France, bordel de merde. Il nous chie dessus. Il nous chie dessus. C'est fini, ça. Maintenant, on va passer à autre chose. On va protéger, nous, nos entreprises, nous-mêmes, et on va le prouver. Pour l'instant, avec notre collectif, on est resté gentil, on est resté sympa. Maintenant, on va passer l'artillerie lourde. Moi, on a les capacités. Je vais vous le prouver tout de suite. La vidéo de ce matin, on en est à 50 000 vues. 50 000 vues en 8 heures. On a 1000 partages. Et c'est que de la rigolade parce que je vais en faire une par jour où je vais prendre toutes leurs conneries qu'ils racontent et je vais démonter tout ce qu'ils disent à ma façon. Et on va voir qui c'est qui va gagner. Mais nous, on perdra pas. On perdra pas parce qu'on perdra pas notre famille, on perdra pas notre travail, on perdra pas notre entreprise. C'est eux qui vont perdre. Et ce que je veux, c'est qu'ils l'entendent tout de suite, qu'ils l'entendent. Maintenant, tout va continuer comme avant. Les festivals, ils vont se faire avec tout le monde. On va partager tous. On sera 5000, on sera là, on trinquera et on profitera de tout ce qui se passe dans la vie. Voilà. Et on va continuer. Ça, on va passer ce cap-là et on va les dégager, on va y aller. Mais faut qu'il arrête de raconter des chroniques grosses comme lui. Grosse comme lui. Les festivals, ils existent depuis la nuit des temps. C'est un rassemblement des gens. C'est ce qu'ils veulent éviter. Moins on est rassemblés, plus ça les arrange. Moins on parle entre nous, plus ça les arrange. Ils vont pouvoir continuer à monter leur nouvel ordre mondial à la con. Mais ça, c'est fini, ça. Oh, c'est fini, ça, les gars. Vous êtes en train de descendre. C'est tout. Et on est là. Et tout le monde le voit. Sauf que c'est en train de juste démarrer. Et c'est fini pour vous. Donc voilà, tout va rester comme avant. Les festivals, il faut qu'ils se réorganisent comme ils sont toujours organisés, dans des points précis par rapport à des faits réels et par rapport aux gens qui sont locaux. Voilà, tout s'organise comme ça changera jamais. On peut pas faire des festivals autrement. Comme tu dis, faut qu'il arrête de fumer ou faut qu'il arrête de boire. C'est du grand n'importe quoi. Il y en a pas un qui sort un truc droit depuis le début. Et on a le droit, et on n'a pas le droit. Il faut le faire, il faut pas le faire. C'est dangereux, c'est pas dangereux. Mais putain, bordel de merde, vous voyez bien qu'ils sont complètement cinglés.
Ils sont cintrés. Si je parlais comme ça à mes clients quand ils viennent chercher les devis, mais les mecs, ils me feraient, mais oh, t'es fou, toi. On va aller voir ailleurs. Hein. Mais non, eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils veulent nous écraser. Ils veulent nous écraser. Mais ça fonctionnera pas. L'artisanat, il a plusieurs siècles. Il était là bien avant que tout cela prenne le pouvoir. On restera là. On restera là. On restera là. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, comme je le vois moi et comme je le pense moi et comme je le dis moi. Voilà, c'est tout. Mais on est là, on est là, on est là. Vous allez voir ce qui va se passer. Tu l'as très bien dit à ta manière et on comprend ta colère. Dans la situation dans laquelle tu es, Attention, ça paraît compliqué. de l'agressivité et de la détermination, je tiens à le préciser. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Parce qu'il y a une mauvaise des fois une mauvaise interprétation de ma façon de parler, parce que je suis vif, mais c'est juste que je suis déterminé. Il n'y a pas de violence derrière ça, il n'y a pas d'agressivité du tout, pas du tout. Ça, c'est une précision. La détermination, et ça, tu l'arrêteras jamais, Macron. T'as compris? Jamais t'arrêteras ça. Jamais. Alors, je te rassure, Eric, on m'a souvent fait les mêmes reproches que toi. Et je travaille beaucoup parce que je peux très vite monter en pression. J'ai l'air très calme comme ça, mais je ne le suis pas. Je vais juste donc passer la parole à David cette fois. David. Ouais, mais merci. Au fait, Eric, j'ai une livraison pour le 14 mai. Il faudrait que tu me la livres par téléphone, s'il vous plaît. Ça serait super bien. Ça serait tip top. Nickel, hein. C'est impeccable. C'est impeccable. Et puis, vous savez quoi, en plus, c'est encore mieux. Faire un mariage avec les masques. Ça va faire super carnaval. Bref. Si il y a quelque chose qui me taraude depuis un bout de temps. Nos salariés, quand ils font pas bien leur travail, simplement petite question. Quand ils font pas bien leur travail, qu'est-ce qui se passe? On leur met un avertissement, gentil. On va le remettre en place. On va gueuler un peu, on va le remettre en place. Le gars, je sais pas, j'ai mon cuistot qui me brûle 200 kilos de câble. Une fois. Un avertissement. On va être gentil, on va lui dire verbalement. Deuxième fois, il va prendre une lettre. Troisième fois, il va prendre un avertissement plus une mise à pied. Par contre, au bout de la quatrième fois, on va le remercier. Cherchez l'erreur. C'est tout ce que je peux dire. Cherchez l'erreur. Le patron de Monsieur Macron, c'est qui? J'ai du mal à comprendre. C'est moi qui le paye. C'est toi qui le paye, Nickel. Eric, c'est toi qui le paye. C'est ma mère, c'est mes grands-parents, c'est tout le monde le paye. Combien? 25 000, 30 000? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À mon avis, il y a des choses à faire. Voilà, c'est tout. Les gars. Ah, pardon, j'ai cru que tu avais terminé, excuse-moi. Si. Voilà. Alors, bon, je vérifie toujours le timing, j'essaie toujours de faire respect du timing. Hein, voilà. Donc, déjà, on a bien compris dans la situation dans laquelle vous étiez et quels étaient les besoins. Par rapport à ce que vous dites et votre colère que je comprends et que je partage, d'accord? Je vais vous poser une question un peu provoque. Vous étiez gilet jaune individuellement? Parce que vous dites, il faut que les gens, il y a eu des antécédents, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui, au bout d'un moment, ont été dans la rue, ont exprimé un ras-le-bol, on disait fiscal et social. Après, c'est parti dans tous les sens, récupération, j'en passe et des meilleurs. Mais les gilets jaunes ont souvent dit, ouais, les patrons, ils ne sont pas avec nous. J'ai la chance d'en avoir 3 sur une vidéo. Donc, je vais vous poser cette question. Étiez-vous, oui ou non, gilet jaune? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On va commencer par Michael. Eh ben, écoute, ouais, j'étais gilet jaune. Grosso modo, on va dire pendant une semaine environ. Alors, pourquoi une semaine? Alors, pourquoi j'y étais? Parce que il y en a marre des taxes, parce qu'il y en a marre de la montée du carburant, parce qu'il y en a marre de toujours payer plus pour avoir moins, etc. Grosso modo, c'est la synthèse des gilets jaunes, qui est grosso modo la même synthèse que pour un employeur, hein, si on réfléchit un petit peu, hein. C'est la même chose. Bon, maintenant, pourquoi j'ai arrêté? La réponse, elle est simple. Parce que dans la rue, moi, il y a des gars qui m'ont dit, mais toi, t'es un patron, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là. Toi, t'es un patron, tu nous prends pour des cons, dégage. Voilà. Alors, vous savez, on vous le dit une fois, 2 fois, et puis la troisième,
On dit, bah, écoute, mon petit gars, hein, fais ta vie tout seul, je me casse, j'ai autre chose à faire. Hein. Voilà comment ça s'est passé. Alors, c'est pas que j'ai une dent contre les salariés. J'ai été salarié pendant toute ma vie. Il n'y a que 2 ans que je suis employeur. Donc, je sais ce que c'est être salarié. C'est aussi pour ça que j'étais dans la rue. Mais il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et là, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ça. Alors moi j'ai bien suivi les Gilets jaunes, crois-moi bien, surtout sur Clermont. Hein. J'étais connu pour ça même. Je partage complètement ton sentiment parce que je l'ai vécu de l'intérieur, pas en tant que victime, parce que moi j'étais du bon côté de la barrière, j'étais gilet jaune si tu veux. Mais ça me rappelle des débats que j'ai eus avec des gilets jaunes qui me pourrissaient alors que j'étais employé. Parce que je prenais la défense des patrons en leur expliquant toujours la différence entre un plombier et brossette. Enfin tu vois, mais c'est con ce que je veux dire. Mais entre McDonald's et un traiteur, on n'est pas sur les mêmes armes. Tout à l'heure, vous parliez de McDonald's d'ailleurs. Je vais juste faire une petite parenthèse, mesdames et messieurs qui faites des queues interminables pour aller à McDo. Heureusement pour vous que vous ne voyez pas comment sont fabriqués vos burgers. Le virus est porté sur les doigts. Heureusement que vous ne voyez pas comment on fabrique vos burgers, parce que vous ne mangeriez plus au McDo, très clairement. On ne peut pas faire de la production industrielle de sandwich avec, à chaque fois, je vais changer ma paire de gants pour passer au sandwich suivant. C'est pas vrai, ça. Donc, vous prenez des risques, sachez-le. Un artisan, lui, il est beaucoup plus sérieux parce qu'il a une capacité que n'a pas le McDo pour faire du travail sérieux. Le McDo, c'est du travail à la chaîne. Un traiteur, c'est pas du travail à la chaîne. C'est toute la différence. Donc, question sanitaire, attention où vous allez aller manger. Conseil d'amis. Eric, même question sur les gilets jaunes. Gilet jaune, c'est clair, gilet jaune. Par contre, moi, j'ai pas eu cette expérience-là, Mika. Pas du tout, même. J'y suis allé, puis tu connais mon franc-parler, c'est du cash direct. Je dis tout ce que j'ai à dire. Je suis allé repérer, en fait. J'ai commencé sur Clermont au Brésil. J'ai vu un peu que ça bougeait. J'aime bien quand ça bouge un peu, moi. J'aime pas quand c'est les petits trucs plan-plan, là, qui servent à rien. J'aime bien quand ça fait un peu de bruit et que ça fait un peu de fumée. Donc, j'y suis allé voir, incognito. J'ai apporté des clopes, un peu de café, à quoi bouffer. Et j'ai dit, voilà les gars, j'apporte ma contribution, je peux pas être là souvent parce que je bosse. Et qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous êtes là, etc. Et en discutant, j'ai dit, tu vois, moi je suis patron, mais je viens quand même te voir. Zéro problème. Zéro problème. Zéro problème pour ma part. Hein. Je suis allé à celui de Gerza. Voilà, j'ai essayé d'être là le plus que je pouvais parce que bon, on a du travail, on fait quand même des heures. Hein. J'ai pas le temps d'aller sur les. Même s'il faut, hein, j'ai quand même essayé de prendre du temps pour y aller, quoi. Mais après, voilà, le problème, c'est que ça stagnait. Ils étaient dehors, mais derrière, on leur pissait dessus. Hein. Ça a servi pas à grand chose, hein, même si je les remercie, hein, parce qu'ils ont mis, moi j'en connais qui passaient jour et nuit, hein, des trucs de ouf, des mecs vraiment motivés. Mais ils ont pissé dans du violent, on l'a vu, ils se sont fait tirer dessus, ils se sont fait amputer, péter des yeux, voilà. Disons que à un moment donné, il faut répondre aux gens avec l'agressivité à laquelle qu'ils mettent en place. C'est-à-dire que quand les policiers ont commencé à vouloir faire les mariolos, eh ben, je suis désolé, peut-être que ça aurait pas plu à un certain nombre, mais il fallait répondre sur la même agressivité. C'est tout. Et ils se sont fait enterrer, ils se sont fait taper dessus, et personne poursuit derrière. Personne pour être devant leur flic en disant, vous dégagez d'ici, hein, vous représentez la loi, mais vous êtes là pour nous protéger et pas pour nous agresser. Ils ont inversé les rôles depuis quelque temps. Ils protègent l'État, mais ils protègent pas les citoyens. Et leur rôle premier, c'est de protéger les citoyens. Ils ont oublié ça, les gars. Alors moi, j'ai rien contre les flics, j'en connais plein. Je connais des gendarmes, je connais des flics. Il n'y a pas de souci là-dessus. Putain de bordel de merde. C'est quand vous allez arrêter d'obéir à des ordres de merde. Venez avec nous. Le jour où ils n'ont plus la police pour les défendre, ils sont finis. Ils vont mettre le cul dans le jet, ils vont se tirer très vite parce qu'ils savent que ça va leur coûter cher, très cher. Voilà, pour l'instant, ils ont l'armée, ils l'ont pas sorti, ça va pas tarder. Pour l'instant, ils ont les flics qui les protègent, les CRS, la gendarmerie sont là. Quand il n'y aura plus ça qui seront avec nous, tu vas voir comment ça va faire. Mais j'ai été gilet jaune, c'est clair et net. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta réponse et ta franchise, Eric. David, même punition, hein, ma foi. Ouais, on va dire que oui, gilet jaune, oui, il n'y a pas de problème. J'ai fait deux, trois manifs la première semaine. Et puis, un jour, j'ai commencé à entendre des choses qui me plaisaient pas, un peu comme Mickaël. Alors, pas sur moi spécialement, parce que ouais, les gros patrons, mon patron, c'est un gros connard. Il pense que 1500 mètres plein les poches.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Comme je dis bien souvent sous le ton de l'humour, ma Ferrari et ma Porsche, je la sors une fois tous les 15 jours, tous les dimanches. Elle est bien cachée dans le garage. Voilà. Il faut bien croire que au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas de la moitié des chefs d'entreprise. Il faut savoir que de sources sûres, il y a dans mes connaissances proches, il y a une dizaine de personnes qui touchent pas 500 euros par mois, qui sont chefs d'entreprise. Voilà à quel titre ils sont artisans. Voilà à quel titre on a le droit d'être artisan au jour d'aujourd'hui. On n'a pas de reconnaissance. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était pour le même cas que toi, Eric, quand tu as attaqué tes études. Quand je suis rentré en école hôtelière, on m'a dit, tu fais quoi? Je rentre en école hôtelière, je vais faire de la cuisine. De quoi? De la cuisine? Non, non, il faut pas que tu fasses de la cuisine. C'est pas un métier de faire de la cuisine. C'est rien. On en voit ce que c'est devenu avec des esclavèches, avec des Paul Bocuse qui sont plus là. Paul est plus là. Certes, il y en a encore qui sont là et qui sont dans la cuisine française, de grands chefs étoilés. Il faut savoir qu'il y a certains chefs étoilés qui étaient le premier mais dernier de la classe. Mais le dernier de la classe. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont des situations qui sont posées, ils sont chefs d'entreprise. Donc voilà. À un moment ou un autre, pour en revenir sur les gilets jaunes, oui, donc je l'ai été et j'ai arrêté d'y aller quand j'ai commencé à entendre. Ouais, de toute façon, toi, t'es chef d'entreprise, t'as rien à faire ici. Ok, d'accord. Bon, mais c'est pas un problème. Tu sais que c'est en étant à plusieurs qu'on arrive à faire les choses. Bah oui, on est là. Hein. Ouais. On l'a vu, ils sont là. Je pense que si tout le monde s'y était mis, mais tout le monde de chez tout le monde, ça aurait fait changer la chose. Comme je disais, pensez à une chose. C'est qui les paye? C'est nous. C'est tout. Donc, voilà. J'ai été gilet jaune. S'il y a des mouvements, je le serai encore. Maintenant, il faut que les mentalités changent un peu, à mon avis. Et c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire un truc. Si c'est pour mieux diviser, s'il faut diviser les personnes, ils en sont capables et ils savent très bien le faire. Ils vont donner une prime à un, ils vont donner une prime à l'autre pour qu'ils se ferment leur gueule et qu'ils arrêtent de faire bloquer les routes. On l'a vu, c'était en 94 pour les portiques, quand ils ont mis les poids lourds et que ça avait été tiré par les tanks pour les faire emmener. Ça a duré quelques mois. Ils ont donné un petit peu d'argent aux routiers. J'ai rien contre les routiers. J'ai mon beau-père qui l'était. J'ai rien contre eux. Hein. S'ils font un sacré boulot, je leur tire mon chapeau. Surtout en ce moment, il y en a au début de la crise. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais au début de la crise, ils n'arrivaient pas à se laver, ils n'arrivaient pas à manger, etc., etc. Donc voilà. Là, ça va un petit peu mieux quand même. Il y a quand même des gars qui ont trouvé des bassines d'eau en disant tiens, lave-toi avant de rentrer. C'est voilà. Il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Donc voilà, s'il y a des mouvements de gilets jaunes, oui, j'y serai encore parce que je le suis encore et je le suis dans l'âme, il n'y a pas de problème. Par contre, sur des situations comme ça, non, négatif, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble qu'on y arrive. C'est pas indépendamment. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, David, hein, et merci à Michael et Eric. Là, on arrive sur la fin de l'émission, donc je rappelle votre page qui s'appelle Les entreprises d'Auvergne en péril, disponible sur Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres supports, Michael? Non, à ce jour, il n'y a pas d'autre support, c'est la page sur Facebook. Voilà. Et si je peux me permettre, j'invite vraiment un maximum de monde, d'entreprises, de salariés, tout le monde à liker la page, à nous suivre sur la page. Plus on sera, à mon sens, à notre sens, plus on sera nombreux sur cette page à liker, à la suivre, etc. Plus on aura de pouvoir, plus on aura d'appui. Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais ça, oui, c'est sûr. Après, moi, je vais vous donner un conseil, hein, juste un conseil. Par rapport à votre page, utilisez Twitter. Voilà. Si vous devez choisir un réseau social pour faire la pression sur les politiques, privilégiez Twitter à Facebook, si je peux me permettre. Ouais. Alors après, ça nous prend un travail énorme, hein, déjà.
Non, parce que tu fais du copier-coller. Non. Tu fais une publication sur Facebook, tu fais un copier-coller de ton texte, tu le mets sur Twitter. C'est pas tant de boulot que ça. Maintenant, je connais bien, je me suis présenté à des municipales, je connais bien la sphère politique et des députés, j'en connais. En Auvergne, je sais qui vous avez eu, entre Pires-Bonne, entre Chassaigne, entre Valérie Thomas, tous les briscards du local, on les connaît. Maintenant, ils n'ont pas répondu. Non, ils n'ont pas répondu. Pas la peine. Ah oui, non, mais je t'ai pas dit qu'ils t'avaient répondu, je t'ai dit que je les connaissais. Et je te dis aussi que le politique aujourd'hui communique sur Twitter. Donald Trump fait 80% de sa politique sur Twitter. Et ils le font tous, même en France. Quand tu es professionnel et chef d'entreprise et que tu veux peser sur le politique, ne perds pas ton temps sur Facebook. Facebook, c'est le soutien populaire. Mais toi, en tant que chef d'entreprise et responsable de collectif, tu me suis ou pas mon conseil, mais je te conseille très fortement d'aller sur Twitter. Voilà, ça c'était. On va le coupler, il n'y a pas de souci. Il y en a pour 2 secondes, c'est un clic. On monte notre truc, on le couple et c'est fini, on va tout partager. Parce que les médias, en plus, regardent Twitter et ne regardent pas Facebook. Donc il faut bien comprendre la nuance entre l'utilité d'un réseau social par rapport à un autre. Juste un truc pour en terminer par rapport à l'émission. Donc déjà, je voulais vous remercier infiniment d'avoir accepté de participer à l'émission. J'espère pour tout le monde que ça aura été intéressant et que ça sera intéressant pour vous et que ça vous permettra peut-être d'avoir, comment dirais-je, des retombées quelconques, on va être clair. Et là, je suis, si je galère pas trop, sur le site de l'INSEE, juste pour faire un petit focus, pour bien que les gens comprennent quelque chose. Vous voyez, c'est ça. Ça s'appelle les entreprises en France. Et c'est le rapport de l'INSEE qui détermine quelque chose de très important. C'est qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Et quand on regarde plus en détail les chiffres, alors là, bien sûr, je n'avais pas préparé, ça c'est une faute professionnelle, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller quand même. Mais quand on regarde dans les chiffres, voilà, il y a, alors, écoutez-moi bien, il y a en France 3 855 109 entreprises. D'accord? Donc, vous en faites partie. Il y a des unités légales, alors ça c'est une finalité que je ne comprends pas forcément, mais qui est de 4 89 000. Bref, les 3 855 000 entreprises de France emploient 12 985 450 personnes, salariés. D'accord? Donc après, il y a les chiffres d'affaires. Là où c'est intéressant, c'est quand on rentre dans le détail, il faut juste que je le retrouve, mais c'est la répartition entre les grandes et les petites entreprises. Grosso modo, ce que je voulais dire, c'est que les TPE, les PME, les micro-entreprises et les entreprises vraiment à taille familiale ou moyenne, c'est 90% du parc d'entreprises français. Et je crois même que je suis en deçà de la réalité. Et donc, si vous voulez, ça veut dire quand même que c'est par rapport à ce qu'on a dit par rapport au MEDEF. On ne peut pas, comment dire, on est en France dans une logique depuis des décennies, ça dure comme ça. L'ISF, c'est 1% de la population, sur laquelle on va donner 4,5 milliards, alors que 66 millions à côté attendent urgemment de l'argent pour différentes raisons. Bon, on va favoriser un petit groupe de personnes, 686 000 foyers fiscaux, c'est rien. Les entreprises, c'est pareil. Le CICE, vous ne l'avez pas touché, me semble-t-il. Mais le CICE, c'est combien? C'est combien? C'est 20 milliards par an. Et cette année, c'est même 40 milliards. Et il n'y a pas de contrepartie à ça. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des entreprises en disant, bon, bah, tenez, grâce à ça, vous allez développer votre stratégie d'emploi en France. Et qui a touché le plus de CICE en France? Des entreprises comme Carrefour. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Carrefour? Ils ont viré tout le monde. Et ils utilisent de l'argent qui est un crédit d'impôt pour développer des technologies qui suppriment de l'emploi avec des caissières sans caissier. Avec des caisses sans caissier, pardon. Donc, il y a un moment où les gens, vraiment, arrêtez, je me fais l'avocat du diable, arrêtez de cracher sur les patrons. Arrêtez de cracher sur les flics et les gendarmes. Il y en a des biens et il y en a des pas bien. Mais c'est une minorité de pas bien qui emmerde la majorité et qui font passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Dites-vous bien que ces gens-là, ils ont pris des crédits, ils ont embarqué avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants et peut-être même plus d'ailleurs
pour pouvoir bien sûr réussir, c'est le but, et gagner de l'argent, on ne va pas leur en vouloir. Moi, si je monte ma boîte, j'ai bien envie de gagner de l'argent, c'est logique. Mais c'est surtout pour créer de l'économie locale, et c'est surtout pour faire vivre d'autres familles que les leurs. Et aujourd'hui, l'État, je ne devrais pas, mais je vais quand même le dire, aujourd'hui, l'État se comporte en gangster, se comporte en criminel, et est en train de tuer ce qui faisait la fierté de notre pays, c'est-à-dire nos entreprises françaises. Et que ceux qu'on aide le plus aujourd'hui, ce sont les investisseurs étrangers ou les milliardaires du CAC 40. En dehors des gens que je viens de vous citer, vous pouvez regarder, la réalité, elle est là. Et que c'est pas, on ne peut pas aujourd'hui, comme je vois sur des réseaux sociaux, et je ne fais pas de généralité, mais ça existe, des gens qui font des smileys, bouteilles de champagne, etc., comme si on avait gagné la Coupe du Monde parce qu'on apprend que des patrons ferment des boîtes. Excusez-moi de vous dire, messieurs, dames, que vous n'avez rien à faire en France, vaut mieux aller voir ailleurs comment ça se passe, déjà d'une part, et que de deux, on ne mesure pas le QI à une intelligence, mais à des propos tenus, et que vous êtes vraiment au ras du caniveau. Voilà. Et qu'il y a un moment, on n'aidera pas son pays à faire des amalgames de tout. Donc moi, je suis salarié, je ne suis pas entrepreneur. J'ai été salarié parce que des patrons m'ont fait confiance, des patrons m'ont payé, des patrons m'ont formé et des patrons m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est pareil pour tout le monde. Et que les patrons en plus, des petits patrons comme vous avez, peuvent prendre des gens sans diplôme et des autodidactes et en faire demain des perles. Alors que si vous allez dans des entreprises, grandes entreprises qu'on veut tant sauver comme les banques, si vous n'avez pas des bac plus 2, bac plus 5, bac plus 7, vous êtes de la merde. Et en plus, on va vous sous-payer, malgré votre niveau de diplôme. Donc, qu'à un moment, on reprenne aussi une cohérence dans les propos qu'on tient et dans les actions qu'on mène. Voilà, moi, c'était ma conclusion. Est-ce que vous voulez faire une conclusion ou pas? Qui veut terminer le truc? Allez. Eh bien, à toi. Mais moi, je pense que Eric et David, il faut qu'ils mettent un petit mot aussi. Écoute, moi déjà, je voudrais te remercier de cette petite interview. Je voudrais t'en remercier parce que bah voilà, ça nous permet de nous faire voir, ça nous a permis de passer un peu notre coup de gueule. J'espère que ça a apporté ses fruits. J'espère que les élus vont se décider à vouloir nous écouter, vont se décider à essayer de nous appeler, même si honnêtement j'ai du mal à y croire. On verra d'ici vendredi, mais voilà. Et j'incite vraiment tout le monde à venir nous suivre, nous liker, etc. pour derrière vraiment avoir cette force, quoi. Merci à toi en tout cas. Avec grand plaisir. Sache que je vais militer pour vous sur Twitter et que les gens qui me connaissent te diront que je suis un crève-la-dalle. Donc quand j'ai un nonos, je le ronge jusqu'à ce que je puisse plus rien bouffer. Donc je peux te garantir que vous entendrez parler de moi, en tout cas de vous sur Twitter. Ça, je t'en donne ma parole d'honneur, déjà d'une part. La vidéo, elle est tout de suite en direct sur Facebook, mais elle est diffusable en replay sur Facebook. Elle va être également sur Twitter et également sur YouTube. Donc je tiens à le préciser aussi. Ça va vous faire de l'audience supplémentaire. Messieurs et mesdames les députés, vous avez décidé de ne pas prendre de votre salaire pour aider les Français. C'est pas très respectable, mais on le respecte quand même. Répondez à ces gens. Répondez à ces gens. Si c'est pas vous, faites répondre un assistant parlementaire. Par contre, si c'est pour leur dire on n'a pas le temps, on se donne rendez-vous dans 6 mois ou 1 an, c'est pas la peine de vous donner bonne conscience. Et en plus, vous ferez un geste écologique à ne pas envoyer de mail. Gardez votre salive et votre temps. Voilà. David, petite conclusion pour toi. Petite conclusion, c'est nickel. J'espère que ça va faire parler de nous. Voilà. Comme on dit depuis le départ, rejoignez-nous. Que ça soit toute corporation de métier, les paysans, les routiers, avocats, tout le monde. Je pense que tout le monde a bien assez de problèmes. Donc rejoignez-nous. Merci de nous avoir accordé quand même pas loin d'une heure et demie ensemble. C'est tip top. Et puis j'espère qu'on va aller au bout. Et ça serait bien que nos députés maires, sénateurs, nous contactent. Un petit coup de téléphone. Sur la page Facebook, il y a mon numéro de téléphone perso. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a le numéro de Payer, il y a tous les noms d'entreprises qui sont là. Que ce soit Eric, que ce soit Mickaël, que ce soit la mienne, peu importe. C'est facile à trouver. Un numéro de portable, c'est vite fait. S'ils veulent nous appeler, ils peuvent. Il n'y a pas de problème.
Donc voilà. Donc petite conclusion, ben il n'y a pas de souci. On n'est pas des gros méchants lourds, on vous répondra. On dira un peu notre ressenti et on veut votre soutien. Voilà. C'est bien beau de dire, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura pas d'entreprise qui ferme. Conclusion de la fin. Merci. Merci à toi, David. Tu me fais rebondir sur un truc, vraiment, je te remercie. Les agriculteurs, les amis. Petit rappel historique. France, années 80, 1 450 000 exploitations agricoles. France 2020, 425 000 exploitations agricoles. Sur les 425 000 exploitations agricoles, vous en avez plus de la moitié qui est en survie. C'est-à-dire que si demain vous leur enlevez les aides européennes de la PAC, la politique agricole commune, et différentes aides, ce sont des gens qui mettent la clé à la porte tout de suite, qui embarquent tout le monde avec eux, la famille et tout le monde. Et je tiens à préciser qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Et que ce sont des gens qui, en moyenne, font entre 15 et 18 heures par jour pour vous nourrir et acceptent de le faire en travaillant à perte. Et que c'est la seule confédération de métiers en France qui accepte de vendre des produits en dessous de leur prix de revient. Voilà. Donc, gros big up, excusez-moi, je vais parler comme les jeunes, mais gros big up aux agriculteurs. On vous aime, soyez forts, et c'est vous le monde de demain. Parce que demain, on aura besoin de manger sainement dans nos assiettes et d'être autonome, parce qu'aujourd'hui, la crise alimentaire montre qu'on importe beaucoup trop de produits et de matières premières. C'est vous qui allez être demain aussi des acteurs centraux. Donc vraiment, gros soutien aux agriculteurs, d'autant plus qu'on est en Auvergne. Voilà. Excusez-moi, mais celle-là, il fallait que je la place. Eric. Ouais, petite conclusion. Déjà, je te remercie de ta synthèse tout à l'heure parce que à force d'être à fond les ballons, comme on dit, on en oublie un petit peu l'essentiel des fois ou des choses qui sont intéressantes, mais tu étais là pour nous remettre ça bien calé. Donc ça, je te remercie. Sur Twitter, c'est une grosse connerie que j'ai fait parce que je l'ai pas utilisé, tu vois, mais bon, en même temps, ça fait 10 jours, on est parti comme des fusées et j'ai pas pris le temps de tout étudier, mais tu as entièrement raison et ça va être réglé ce soir. Ce soir, tu vas me voir sur Twitter. Si tu as besoin, je suis un pro de Twitter, je connais tout par cœur Twitter. Ce sera avec plaisir, parce que je n'en suis pas un pro, parce que ça ne m'a jamais intéressé, puisque j'en avais pas l'utilité, mais je vais te contacter. On va finir le live, on va continuer entre nous, et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. 30 secondes. On cherche un avocat pour faire un dépôt de plainte contre le gouvernement parce qu'on a de gros doutes sur la légalité de nous faire fermer les structures sans rien nous donner en contrepartie. Donc, on lance un appel, on cherche un avocat spécialisé dans le droit constitutionnel ou je ne sais pas quoi. On cherche un avocat pour nous aider et faire un dépôt de plainte. Alors, contacte Jean-Louis Bory qui était l'avocat des Gilets jaunes sur Clermont. Je pense qu'il peut être utile pour les mises en relation. Il est à Chamalières. Et pour la deuxième chose, je t'invite à regarder un site qui s'appelle plainte au singulier Covid, plainte Covid, tout attaché, .fr, qui est un site qui recentre toutes les plaintes de particuliers, professionnels de santé et professionnels adressées à l'État. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un décret qui est en train de passer et qui est, je ne ferai pas de commentaire, mais qui permettra à toute autorité publique, alors tu as dit quelque chose qui était un peu faux tout à l'heure, ça ne concerne pas que les maires. C'est tout dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire les préfets, les ministres, le président, les députés, les sénateurs, les maires, etc. Tous les dépositaires de l'autorité publique. Donc c'est encore plus global que ça, parce que ce qu'il faut bien comprendre pour être tout à fait précis, j'aime la précision, c'est très important. Il y a des maires qui ont pris des arrêtés municipaux pour empêcher la réouverture des écoles dans leur commune. Et Christophe Castaner a pris le dessus en faisant casser par la loi la valeur des arrêtés municipaux. Attention, les maires sont encore le seul rempart qui nous reste en politique. Et je leur tire mon chapeau. Parce que être maire aujourd'hui d'une commune de 3000 habitants ou de 500 habitants, c'est vivre un enfer. C'est avoir son téléphone qui sonne à 1h, 2h, 4h, n'importe quoi. J'ai plus d'eau, j'ai plus de courant, j'ai plus de bouffe, je suis isolé. Je suis sous assistance respiratoire, il n'y a pas d'ambulance qui peut venir, et les pompiers ne veulent pas venir, et il n'y a pas de gendarmes, et il n'y a plus de service public, et je fais comment? C'est un enfer. Il faut être taré pour être maire. Et ça, c'est pas normal.
Et eux, contrairement aux 40% des plus grandes villes, non, il y a eu aussi un truc qui est passé inaperçu, et je le pousse ce coup de gueule. On a augmenté de 40% les salaires des maires des grandes villes uniquement. Les maires ruraux, eux, rien du tout. Eh ben, je peux vous dire qu'il vaut mieux être maire d'une grande ville aujourd'hui qu'être maire d'une commune de 300 habitants. Parce que vous avez que des exécutants pour faire les sales besognes et vous faites des signatures de papier et des serrages de main. Dans les campagnes, ça ne se passe pas comme ça du tout. Et eux, ils y sont au turbin, d'accord? Et ils prennent des risques et ils se font coudre des masques qui servent à rien. Parce que je le rappelle, les seuls masques qui protègent du Covid, il n'y en a que 2, FFP2 et FFP3. Top, on a fini. Les autres, c'est juste pour éviter de contaminer ses proches. Donc arrêtons de dire des conneries aussi à la télévision, parce qu'on peut appeler des experts, nous on l'est pas, mais entre ceux qui disent la vérité et ceux qui racontent des conneries, il y a des fois, il vaut mieux savoir écouter des particuliers, croyez-moi. Voilà. Messieurs, bonne soirée à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live des petites gueules. Prochaine petite gueule du net spéciale le marché de l'énergie. Je vous invite à le regarder, je le fais en préparation. Vous serez un expert de ce qu'est le marché de l'énergie en France. Qui fait quoi, qui produit, qui vend, qui distribue, qui transporte, qui coupe, qui rétablit. Vous saurez tout. Les aides à l'énergie, pour qui, comment, etc. Vous saurez tout. Voilà. Et je recherche toujours des invités pour les petites gueules du net, mais sur des émissions de débat moins centrées sur un sujet. Donc n'hésitez pas à vous manifester parce que c'est du bénévolat, mais si vous voulez que ça survive, il me faut de la matière. Si j'ai pas de matière, je reste chez moi. Voilà. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci Mickaël, merci Eric et merci David. Et prenez soin de vous et longue vie à votre initiative en tout cas. À bientôt. Salut.